Larpan, qui se chargera aujourd'hui de d'animer cette soirée et par la suite qui sera présentée également par Peter Solan. Le concept d'aménagement sera présenté par Peter Solan, architecte paysagiste et concepteur du parc. Donc je te laisse la parole, Charlotte. Merci Alexandre. Bonsoir tout le monde. Bienvenue et merci d'être présent avec nous. On vous présente ce soir le concept d'aménagement final du futur parc des Gorilles. On est très contents de ça. Ça a été un long travail et on est bien fiers de vous présenter ça ce soir. Je suis accompagnée de plusieurs membres de l'équipe de projet à la Ville de Montréal, à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, de l'équipe chez Civility, la firme mandatée pour la conception du parc, et bien sûr, des membres de l'organisme des Amis du Parc des Gorilles. Donc, ce soir, ça va être très simple. On va faire ça en 1h30. Et puis, je vais avant de commencer la présentation comme telle, je vais vous faire un rappel de quelques consignes. Donc, d'abord, après cette introduction, je vais passer la parole à deux élus de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, François-William Croteau, maire d'arrondissement, et François Limoges, conseiller de ville. Ensuite, je vais reprendre la parole brièvement, une dizaine de minutes, pour faire un rappel des étapes de la démarche de participation publique qui a mené à la conception du parc et pour vous faire un aperçu des faits saillants qui sont ressortis du dernier sondage qui a été mis en ligne sur Réaliser Montréal à l'automne dernier. Ensuite, je vais passer la parole à Peter Solan, designer urbain chez Civility, firme mandatée pour la conception. Il va vous présenter ça pendant une trentaine de minutes. Et puis finalement, on va finir avec une période de questions. Donc, bref aperçu des consignes. En fait, pour assurer le bon déroulement, tout le monde va garder son micro et sa caméra fermée. C'est normal que vous ne puissiez pas ouvrir ça. Pour la période de questions, on va procéder comme suit. Vous allez garder vos questions tout au long de la séance et nous les partager par écrit sur le chat à la toute fin de la présentation. Donc, le chat, c'est normal qu'il ne soit pas ouvert en ce moment. On va l'ouvrir à la fin de la présentation de Peter. S'il vous plaît, merci de rester courtois et poli dans vos propos et d'être le plus efficace possible avec vos questions. Je vous rappelle que la séance, en ce moment, elle est enregistrée et que l'enregistrement va être disponible sur la plateforme Réaliser Montréal. Aussi, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions qui vont être posées, on va produire un rapport avec les questions-réponses qu'on va aussi déposer ultérieurement sur la plateforme Réaliser Montréal. Donc, toutes les questions vont finalement être répondues soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, je passe la parole à M. Croteau. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreux à cette belle présentation, qui est une autre étape à la construction ensemble d'un nouveau parc, le parc des Gorilles, qui portera probablement un autre nom à la fin. Donc, merci donc d'y participer, chers citoyens, parce que ce parc, il est pour vous. Il a été donc décidé dès le départ, il y a bien longtemps, de le faire et de planifier, le designer avec la communauté et de faire en sorte que ce parc soit le parc de tous et de toutes. On se souvient le détail ou le début de cet événement, de ce périple en fait, avec la coupe d'arbres qui avait été sauvagement effectuée par la compagnie Olymbec et qui avait créé des émois. Rapidement, citoyens et le conseil d'arrondissement avaient réagi afin de protéger ce lieu et de s'assurer qu'il demeure un espace public pour l'ensemble de la communauté. Rapidement, tous les élus de l'arrondissement de l'époque avions décidé de céder cette planification et l'entretien éventuellement, mais surtout l'idéation de ce parc à la communauté qui avait un désir incroyable de mobilisation et de participer à son aménagement. Nous nous étions inspirés du champ des possibles comme modèle de travail et tout est démarré, tout a commencé de cette manière et aujourd'hui,
On a un projet qui est presque arrivé à terme, qui verra enfin le jour et qui a inspiré d'autres projets comme l'îlot des Murmures dans le Vieux-Rosemont, qui s'est inspiré directement de ce type de projet. Et on l'espère aussi un autre projet du même type sur la rue de Bellechasse, juste en face du futur garage de la STM, qui pourra encore une fois s'inspirer de la mobilisation, du travail extraordinaire que vous avez accompli au cours des dernières années, chers citoyens et citoyennes. Alors voilà, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait et votre courage, votre ténacité et je dirais, votre passion à vous doter d'un parc extraordinaire. Merci et bonne présentation. Monsieur Limoges, c'est à vous. Merci. Je n'étais pas sûr si j'attendais que vous me donniez la parole. Je vais faire ça très court parce que le maire a dit l'essentiel. Effectivement, c'est un long dossier. Ça fait longtemps que ce dossier-là chemine. Effectivement, depuis la coupe d'arbres, depuis la mobilisation citoyenne, depuis que l'arrondissement avait fait une réserve foncière, puis on avait agi là, assez rapidement pour éviter que le promoteur dépose un projet. Alors, beaucoup de temps a passé, il y a eu beaucoup de consultations, il y a eu beaucoup de travail de fait. Et le maire l'a dit, hein, c'est vraiment le travail citoyen qui a fait une grosse différence. Le travail de nos équipes aussi qui a accompagné ça. C'est une synergie entre l'arrondissement, la ville, les citoyens qui a donné ce résultat-là. J'ai le goût, on a parlé de patience, j'ai entendu le mot passion et patience, c'est vrai. Moi, j'ajouterais résilience. C'est cette espèce de résilience-là, de vouloir, de continuer. Même quand c'était difficile, il y a eu des moments plus décourageants. Il y a eu des moments de mobilisation. Je me souviens du comité des amis du Parc des Gorilles qui s'était mobilisé pour venir à l'hôtel de ville. À l'époque, le responsable de l'urbanisme de l'administration précédente était M. Koopman. Et à force de le bombarder de questions, il a pris l'engagement d'acquérir le terrain. Alors, vraiment, là, il y a eu des batailles là-dedans citoyennes très fortes. Et aujourd'hui, j'espère que vraiment, on peut se dire, on va de l'avant et c'est le fruit de l'effort de tout le monde et de la passion des citoyennes et des citoyens qui se sont impliqués. Puis je peux pas nommer toutes les personnes qui se sont impliquées au fil du temps, mais il y en a qui sont là depuis le début. Vous allez vous reconnaître, puis c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. L'an passé, juste avant la pandémie, j'étais à la soirée d'idéation. Alors, vous étiez toujours là à tenir le fort. Merci pour ce que vous avez fait. Puis j'espère que la présentation va plaire vraiment à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, messieurs Croteau et Limoges. Alors, comme je disais, je vais poursuivre la présentation une dizaine de minutes, vous rappeler un peu les étapes qui ont été parcourues jusqu'à présent et les faits saillants du dernier sondage qui a été réalisé. Donc, je le redis, je m'appelle Charlotte Monfils-Rattel, je suis urbaniste à la firme Arpan. On a été mandaté pour mener à terme cette démarche participative pour la conception du Parc des Gorilles. Donc, peut-être commencer par une petite question brise-glace. Pourquoi Gorille? On se la fait beaucoup poser. Elle revient beaucoup sur les médias sociaux. Comme monsieur le maire a dit, avant d'être un champ de gravier, cet espace-là, c'était une jolie friche arborée qui s'est développée au fil du temps le long de l'ancien chemin de fer qui traversait le site. À l'époque, c'était un espace vert qui était largement approprié par les résidents du quartier. Puis donc, le terme gorille, c'est un peu une métaphore des résidents de Marconi-Alexandra qui fréquentaient la jungle sauvage qui se trouvait à cet endroit-là. Le nom fait aussi référence au terme guérilla urbaine qui désigne un mouvement de mobilisation citoyenne pour se réapproprier la ville. Donc, monsieur le maire l'a dit, en 2013, la friche a été détruite de façon illégale par le propriétaire. L'événement a déclenché une mobilisation citoyenne très importante dans le secteur. Cette mobilisation-là s'est formalisée avec la fondation de l'organisme Les Amis du Parc des Gorilles. Et petit à petit, c'est ce qui a mené la ville de Montréal à faire l'acquisition de 5 lots pour former l'emprise du futur Parc des Gorilles.
Bon, rapidement, le concept d'aménagement qu'on vous présente ce soir, c'est le fruit du travail soutenu d'une équipe de professionnels, mais aussi d'une démarche de participation publique en plusieurs étapes, qui s'est réinventée en cours de route dû au contexte de pandémie. La démarche, elle a été amorcée en 2019 avec la tenue d'activités festives sur le site, puis un premier sondage qui tentait, dans le fond, de définir les contours d'une vocation pour le futur parc. En 2020, juste avant que la pandémie frappe, un atelier de co-conception a permis d'établir une vision d'aménagement pour le site. Et cette vision-là, elle se lit comme suit. Situé au cœur de Marconi-Alexandra, le parc des Gorilles est à la fois un lieu où nature sauvage, culture et histoire se côtoient. Un espace ancré dans le quotidien des gens, où l'on contemple la marque du riche patrimoine naturel et humain du quartier. Un espace résilient aux aménagements minimalistes, ouverts et accessibles, qui s'insère dans un environnement en évolution et que la communauté s'approprie au fil des heures et des saisons. Donc, l'équipe de concepteurs chez Civility s'est appuyée sur cette vision-là pour élaborer le concept d'aménagement préliminaire qui, lui, a été soumis à la consultation en ligne à l'automne dernier. Donc, voici ici, en support au sondage, 2 panneaux d'information qui déclinaient le concept d'aménagement préliminaire ont été installés sur le site. Les commentaires qui ont été récoltés lors de la consultation en ligne ont directement influencé l'élaboration du concept d'aménagement final qu'on vous présente ce soir. Donc, rapidement, avant de passer la parole à Peter Solan, je vais vous exposer très vite les faits saillants des résultats du sondage. Puis, je vous rappelle que le rapport de consultation complet, il est disponible sur la plateforme Réalisons Montréal. Donc, on a eu un bon taux de participation avec 338 participants pour le sondage et l'outil Connex, le lanceur d'idées, qui était particulièrement dédié à l'espace Waverly, lui a suscité 66 interactions. Et puis, on voit très clairement que la principale raison de fréquentation du site, c'est vraiment c'est les résidents qui vivent autour et que les principaux moyens de transport utilisés dans le quartier, c'est la marche et le vélo, donc transport actif. On a aussi demandé aux répondants, parce que comme il a été mentionné par M. Croteau, le parc des Gorilles va faire l'objet d'une entente de cogestion, un peu comme ce qu'on retrouve au champ des possibles. Donc, dans ce contexte-là, on a sondé les répondants sur leur intérêt à s'impliquer au sein de l'organisme les Amis du Parc des Gorilles, pour savoir s'ils étaient intéressés justement à s'impliquer sur différents aspects de la mise en œuvre et de l'entretien du parc. Donc, on a quand même un fort 41% des répondants qui se sont dit intéressés. C'est très bien, très intéressant. Puis les principaux champs d'implication mentionnés, c'est l'agriculture urbaine, l'entretien et la propreté, puis les aménagements transitoires. Le sondage était organisé en 3 principales sections autour de schémas thématiques. Le premier schéma visait les composantes d'aménagement. Puis c'est plus de 65% des répondants qui ont jugé que le concept était fidèle à l'énoncé de vision que je vous ai lu un petit peu plus tôt. Ce qu'on retient des commentaires partagés, c'est la volonté de réduire les surfaces minéralisées dans le parc, favoriser la revégétalisation du site, favoriser la flexibilité programmatique de la zone Agora et de le traiter davantage comme un cœur naturel. Puis finalement, s'assurer d'un rappel historique de l'histoire ferroviaire du site. Le deuxième schéma, lui, visait les environnements paysagers. Puis c'est 76% des répondants qui se sont dit satisfaits de leur localisation dans l'espace, de façon générale. Ce qu'on retient des commentaires cette fois-ci, c'est la volonté de maximiser les surfaces végétalisées et la plantation d'arbres, puis de développer la stratégie de biodiversité, d'augmenter la place des jardins nourriciers au cœur de la programmation, puis d'ajouter des arbres fruitiers. Finalement, de développer un design minimaliste sur l'ensemble du parc.
Finalement, le troisième schéma visait la mobilité et la circulation sur le site. Et c'est plus de 75% des répondants qui estimaient que les cheminements proposés permettaient une bonne circulation dans l'espace. Ce qu'on retient des commentaires, c'est la volonté de prendre en compte les lignes de désir dans l'aménagement des sentiers, d'assurer l'accessibilité universelle du site et de privilégier les surfaces perméables. Finalement, d'assurer la sécurité des traverses vers le parc et de clarifier la séparation des mouvements piétons et des axes cyclistes hors du parc. Donc, voici pour le tour d'horizon du sondage en ligne. Je vais maintenant passer la parole à Peter Solan de la firme Civility pour la présentation du concept d'aménagement. Merci Charlotte. Je vais juste tenter de être sûr de voir mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Juste l'assurance, super. Alors, oui, Peter Solan, je suis donc architecte, je suis designer urbain et architecte paysagiste de la firme Civility. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. J'étais parmi vous en février dernier également lors de la séance d'idéation qui a mené à la vision puis aux échanges sur les ambiances qu'on souhaitait retrouver dans ce parc. Et donc, je vais vous présenter le résultat des exercices qui ont mené donc à notre, disons, au plan d'aménagement que l'on vous propose aujourd'hui. Avant ça, par contre, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour se remettre dans le contexte de la planification du territoire plus large. C'est un peu comme des poupées russes. Vous voyez ici, c'est l'emprise donc du parc des Gorilles. Il se trouve à l'intérieur d'un territoire qu'on appelle le pôle des Gorilles, qui lui-même est à l'intérieur du territoire plus large, qui sont les abords du campus MID, qui est donc le territoire que vous voyez en bleu. Je vous rappelle que suite disons, aux exercices de consultation publique tenus par l'OCPM, la notion d'élargir, disons, les territoires de planification du campus de l'Université de Montréal aux abords a été prise justement pour s'assurer de l'apport positif de l'avenue de l'Université de Montréal à la vie urbaine, à la vie économique et sociale d'un territoire beaucoup plus large que le simple campus universitaire. Et donc, les abords, ce qu'on appelle abords, a fait le de planification. Depuis plusieurs années, on a eu le plan de développement social, économique et urbain qui a permis d'établir les grandes orientations d'aménagement pour ce territoire, donc aux abords du campus. Il y a eu un exercice de ligne directrice d'aménagement pour ce territoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, les grandes lignes, c'était d'abord de mettre en place une identité paysagère forte pour ce territoire qui est encore largement minéralisé. C'est un niveau de chaleur assez significatif puisque c'était en grande partie de nature industrielle à travers l'histoire. De mettre en valeur justement cette histoire et le patrimoine industriel et ferroviaire disons, ancré dans ce secteur de la ville, de favoriser un territoire ouvert et connecté, c'est-à-dire de vraiment s'assurer de mettre en place les moyens et les modes de déplacement piétons et cyclistes, principalement, pour inscrire donc les meilleures pratiques d'aménagement, puis justement de soutenir l'innovation et la réalisation d'un quartier innovant et durable. Donc, encore une fois, les meilleures pratiques d'aménagement de manière à s'assurer de la cohabitation dans ce secteur qui, je vous le rappelle, présente des usages mixtes. Il y a donc des usages encore industriels. Il y a évidemment les industries qui sont liées au secteur de l'intelligence artificielle, qui sont aux abords du parc même. Il y a des secteurs d'habitation, il y a des îlots habités. Donc, c'est un secteur qui est hybride et qui exige justement une fine planification de manière à mettre en valeur l'ensemble du territoire. Plus proche, si on se rapproche de l'îlot des Gorilles, donc qui est bordé par la rue Saint-Zotique, l'avenue de l'Esplanade, la rue Beaubien et la rue Saint-Urbain, des grands objectifs pris par la municipalité et l'arrondissement, c'est vraiment, dans un premier temps, la continuité du réseau vert, donc de la route verte qui longe l'emprise ferroviaire et qui est un espace et un genre de corridor de mobilité dans un contexte
unique à Montréal, justement un genre de corridor de mobilité et de biodiversité. Donc, c'est l'extension de ce corridor. On veut, bien entendu, dans cette idée, verdir au maximum. On veut intégrer la rue Waverly, comme on le mentionnait tout à l'heure, et au-delà de ça, dans l'aménagement plus large du pôle des Gorilles, s'assurer donc d'établir et d'étendre la connectivité, la trame verte à l'aide de projets d'aménagement connexes et de verdissement des emprises de rue. Donc, ce sont les grands éléments qui ont, disons, structuré la planification de ce territoire. Et en dernier, on l'a déjà mentionné, cette notion de co-gestion qui est au cœur de ce parc et qui vise vraiment à faire des citoyens une partie prenante, non seulement dans la conception, comme ça a été le cas, mais dans l'avenir et dans le futur, dans la manière dont on va programmer et gérer le paysage à proprement parler. Donc, vous connaissez certainement le site. Ici, juste en passant, vous avez vu qu'on a donc tilté l'îlot à l'horizontale, juste surtout pour vous permettre d'avoir une appréciation plus grande, de pouvoir agrandir l'îlot. On reconnaît ici, donc en pointillé, le périmètre, qui est donc l'assemblage des propriétés que la ville a réalisé de manière à constituer le parc des Gorilles, qui se trouve à être donc une tranche oblique principalement qui passe à travers ce grand îlot. Sur le grand îlot, vous reconnaissez les grandes propriétés industrielles ici où on a donc les secteurs d'intelligence artificielle et les ateliers Belleville, qui c'était une ancienne usine à munitions, donc très ancrée dans l'histoire du site avec sa toiture très particulière. Vous allez voir quelques images par la suite. Donc, le parc lui-même, c'est comme un grand Y couché sur le dos avec ses deux bras vers la rue Beaubien. On reconnaît aussi sur ce dessin, avec les petits triangles roses, toutes les entrées qu'on retrouve sur les ateliers Belleville ici, les stationnements qui sont aux abords de cet îlot. Et donc, c'est quand même un contexte d'aménagement qui est assez particulier. Quelques photos, juste pour vous montrer vous rappeler un peu le contexte dans lequel on vient aménager le futur parc. Ici, on est entre donc, les grandes anciennes industries là, aux 6600, je pense 6650 Saint-Urbain. On a cette percée vers le clocher de l'église Saint-Jean-de-la-Croix qui se trouve sur Saint-Laurent. Ici, c'est donc vraiment dans l'emprise de l'ancienne friche arborée, qui est maintenant une friche évidemment minéralisée et qui est donc un environnement très dur. On reconnaît ici donc la toiture des ateliers Belleville, quelques autres vues, une vue en perspective le long de l'emprise de la rue Waverly, avec les ateliers bien entendu, et les quelques industries et les portes de garage qu'on retrouve de l'autre côté. Donc, les ateliers eux-mêmes, la toiture à redans, donc très identitaire, très significatif. Et puis, finalement, ici, nous sommes donc à l'intersection de la rue Beaubien. Donc, c'est vraiment une perspective dans la grande oblique qui nous, au fond duquel on retrouve donc ce qui reste de cette ancienne friche et que vous allez voir est bien entendu conservé dans le concept d'aménagement. Une vue un petit peu plus rapprochée de cette friche, donc vers l'intersection de la rue Saint-Zotique, donc complètement au nord du site. Donc, je vais vous présenter donc, dans les prochaines diapositives le concept d'aménagement, les opportunités. Je vais le faire à travers une série de plans qui permettent donc un peu de... Vous savez qu'un plan d'aménagement, c'est une série de couches d'informations. Donc, le plan image que vous voyez ici à l'écran, je veux dire, ça concerne énormément d'éléments qui ont été comme rapatriés, des intentions qui ont été donc soumises lors de la consultation et lors du sondage. Donc, on va décortiquer ce plan à travers un certain nombre de diagrammes qui vont nous permettre donc de vous expliquer les composantes d'aménagement. En petit, vous avez le petit plan que Charlotte vous a présenté tout à l'heure qui a servi à soutenir le sondage. On peut apprécier, si vous voulez, disons, la transformation d'un diagramme en plan à l'époque, donc à l'automne dernier, versus un plan qui commence à se préciser au niveau de sa figure paysagère. Donc, on reconnaît ici
la renaturalisation intensive du corridor oblique de l'ancienne emprise ferroviaire. Et on va rentrer dans les détails, donc soyez patients. On retrouve donc l'emprise de la rue Waverly qui est transformée en jardin urbain. Le mouvement à travers le parc, c'est une grande oblique, une grande ligne là, qui permet donc de se rendre de Beaubien jusqu'à Saint-Zotique. Et vous voyez également les transversales, donc l'importance pour nous, mais pour vous et pour l'administration, de s'assurer de la perméabilité de ce grand îlot, de s'assurer qu'il y a une connectivité entre Saint-Urbain et Esplanade, par exemple, en permettant et en s'assurant de conserver donc ces liens transversaux, même s'ils traversent des propriétés privées. Donc, au centre du parc, c'est le cœur. Charlotte a parlé tout à l'heure de l'Agora qui se trouve ici. L'idée, c'est vraiment de répondre aux composantes de programmation que vous souhaitiez, que vous avez donc décrit à partir du sondage, tout en faisant une célébration donc, du passé industriel et ferroviaire. Donc, et il y a un certain contraste dans le design, c'est-à-dire qu'au-delà de la dominante végétale qui est proposée à travers l'ensemble du site, il y a un contraste avec les formes plus géométriques que vous trouvez surtout à l'Agora et qui reflètent, si vous voulez, l'histoire industrielle et les références industrielles aux ateliers, par exemple, qui font partie donc des racines fondamentales de ce lieu. Au niveau donc, des environnements paysagers, donc premier petit diagramme où on commence à décortiquer, si vous voulez, les différentes couches d'informations que l'on retrouve dans le plan, on voit que le parc est composé de toute une série d'environnements. Donc, il y a une dominante végétale, bien entendu, mais il est constitué d'un certain nombre d'environnements paysagers qui sont distincts. À l'entrée, si je pars du sud de la rue Beaubien vers le nord, il y a ce qu'on a appelé le pré fleuri, donc c'est une ouverture un petit peu plus grande, donc il y a moins de plantations verticales, c'est comme une invitation à rentrer dans le parc. Puis se met en place ce qu'on a nommé la mini-forêt, et je vais vous expliquer le concept de mini-forêt dans la prochaine diapositive. Le jardin de pluie, les jardins nourriciers accompagnés des arbres fruitiers, donc un des éléments que vous avez donc demandé là, dans les réponses au sondage. Un jardin d'essence, donc vraiment au carrefour et au centre géographique du parc. Un petit moment d'intensité, un lieu immersif dans la floraison saisonnière. Donc, tout d'un coup, la mini-forêt, c'est comme un genre de clairière où on est plutôt dans des vivaces. Puis, ce qu'on a appelé la lisière aménagée et la friche, la friche, bien entendu, qui est maintenue presque complètement. Donc, notre objectif, c'est de le maintenir, de le traiter, il y a des actions à prendre, il y a de l'herbe à la puce, comme vous le savez peut-être, donc il y a de l'élagage de certains arbres. Donc, il y a une gestion de cette friche à faire, mais l'intention, c'est vraiment d'en conserver la plus grande partie, si ce n'est pas 95% du couvert végétal. Sur la rue Waverly, vous remarquez que le jardin urbain est composé de parterres, dans lequel vous allez voir qu'il y a des petits salons dans lesquels le public est invité donc à passer du temps et à se recueillir et à se regrouper. Justement, au niveau de la végétalisation intensive donc, du site, petite comparaison avec la friche, c'est plus ou moins 20% du site qui est végétalisé actuellement. À travers le plan qu'on vous propose aujourd'hui, on est autour de 72%. Donc, c'est une augmentation considérable donc, des zones végétalisées qui est prévue. Pour revenir à la question de la petite mini-forêt, donc c'est un concept que l'arrondissement Rosemont, la Petite Patrie, commence déjà à explorer dans d'autres parcs. C'est un concept de plantation très distinct des pratiques paysagères et horticoles conventionnelles. On le rencontre de plus en plus dans des contextes urbains
de façon à l'échelle internationale, puisque c'est d'une certaine façon, cette notion en anglais, on appelle ça le rewilding, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment ensauvager la ville et de ramener la nature en ville de manière beaucoup plus dense, de façon beaucoup plus présente. Donc, le principe de mini-forêt repose sur une plantation qui est très dense, très agressive, qui permet donc de constituer une végétalisation rapide. On met en compétition des espèces, puis il en ressort le déploiement d'une communauté qui est la plus résiliente à travers le temps. Donc, c'est la pratique qu'on veut mettre en place. Ça ressemble un petit peu à la friche de l'autre côté de la voie ferrée, donc le champ des possibles, excusez-moi. Mais évidemment, ça demande aussi une cogestion, ça demande des pratiques d'entretien nouvelles, ça demande donc vraiment un entretien différencié et la cogestion du parc va exiger ce type de discussion entre l'arrondissement, les amis des parcs des gorilles et les citoyens plus largement. Pour ce qui est des stratégies de plantation, nous sommes encore dans des élaborations préliminaires, disons, des choix végétaux. Ceci dit, les objectifs, les orientations, c'est d'abord de faire ces choix-là sur la reconnaissance de l'écologie particulière des friches ferroviaires, donc vraiment d'inscrire le parc dans la nature première de ce lieu et de son histoire, de sélectionner des plantes qui sont surtout indigènes ou des cultivars qui sont adaptés au nouvel environnement et tout ensemble qui vont fournir le service écologique auquel on s'attend de ce type d'environnement. Puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, l'objectif principal, c'est donc des communautés végétales résilientes qui sont adaptables aux perturbations et aux pressions communes que l'on retrouve dans les milieux urbains très intensifs comme celui-ci. On pense aux pressions biologiques, climatiques et environnementales. Si on revient sur la série de petits diagrammes, vous avez vu les composantes paysagères tout à l'heure. Voici ce qu'on a appelé les environnements qui accompagne, disons, le citoyen à travers son expérience du parc. Donc, c'est un parc qui est assez particulier dans sa forme. C'est une forme très oblongue, très étroite. Et donc, les contraintes d'aménagement sont quand même importantes. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a une grande traversée qui est nord-sud, qui est composée de ce qu'on appelait la traversée, le carrefour et la promenade de bois, qui va nous permettre de relier les deux seuils, à Beaubien et à Saint-Zotique. Et c'est intercoupé par l'agora et le carrefour. Donc, des moments particuliers le long de ce parcours et qui vont offrir des expériences différenciées et qui vont être peuplées de mobilier qui vont répondre aux différents éléments du programme et qui vont offrir aux citoyens des expériences très différenciées tout au long du parc. Je note à ce moment-ci l'accès véhiculaire sur la rue Waverly. Sachez que dans ce concept de jardin urbain et des parterres que vous avez vus tout à l'heure, il faut quand même permettre un accès de services aux ateliers et aux édifices qui sont ici. Donc, l'accès sera prévu. Aucun stationnement, par contre, dans l'emprise. Donc, c'est vraiment un environnement qui est dédié presque à 80% à l'aménagement paysager et à la constitution des espaces publics. Juste deux petits zooms sur les seuils au nord et au sud. Donc, ces deux seuils, les aménagements de ces deux seuils s'inscrivent dans une démarche de planification pour l'ensemble des rues qui font le périmètre de l'îlot, Saint-Urbain, Beaubien, Esplanade et Saint-Zotique. Donc, de manière concurrente à l'élaboration du plan du parc, notre équipe est également impliquée dans le design de de la revitalisation et du verdissement de l'ensemble des emprises des rues. Et vous voyez ici quelques zooms donc, sur les seuils. Les seuils sont très importants
parce que c'est la rencontre entre le parc et la tramviaire. Et bien entendu, pour beaucoup d'entre vous, la question de la sécurité, des traverses piétonnes pour les cyclistes qui proviennent du corridor du réseau vert sont donc prévues à ces carrefours. Et donc, on peut apprécier, par exemple, ici sur Beaubien, ce qui est plutôt gris ici, c'est un carrefour qui est rehaussé et qui va permettre donc le ralentissement des circulations et la gestion donc des traverses sécuritaires. Sachez que au niveau de la circulation et de la mobilité à vélo, les vélos sont invités à se diriger vers la rue Saint-Urbain pour poursuivre vers le nord. Le parc des Gorilles n'est pas un corridor cyclable et ça, c'est une demande majoritaire de l'ensemble des citoyens là, au niveau des sondages. Donc, on rentre dans le parc vraiment de manière comme un piéton. Si on est à vélo, c'est en poussant son vélo à pied. C'est la même chose du côté de Saint-Zotique. Donc, il y a un élargissement, il y a des élargissements de trottoirs pour favoriser donc des traversées piétonnes sécurisées. Il y a un carrefour surélevé, etc., de manière à intégrer vraiment l'entrée du parc à la tramviaire. Alors, comme je vous disais, la traversée, elle est ponctuée et meublée de toutes sortes d'environnements. Le seuil Beaubien, un petit pont, vous allez voir, qui permet la gestion des eaux. Ce pont-là, il est directement dans la percée visuelle qui permet d'apercevoir le clocher de l'église que je vous mentionnais tout à l'heure. Au niveau de l'agora, il y a ce qu'on a appelé la terrasse à dents de scie et l'abri, que je vais vous décrire rapidement un peu plus tard. Donc, vraiment un environnement qui est axé sur la programmation souple, mais qui peut être à la fois culturelle, communautaire, et qui permet vraiment d'occuper le parc dans son secteur qui est le plus large à la connexion de l'emprise ferroviaire et de la rue de l'emprise Waverly, et qui est vraiment en contact direct avec les ateliers Belleville. Donc, l'animation qui est prévue grâce à la revitalisation de ces ateliers va vraiment participer à rendre ce parc intéressant, festif, comme une véritable destination au cœur de votre quartier. Au niveau du carrefour et du jardin d'essence, on retrouve ce qu'on appelait le wagon perdu. C'est donc un petit clin d'œil, disons, au passé ferroviaire, une plateforme de méditation et on pourra parler par la suite de la petite cachette qui a été construite dans la friche. Et donc, ce long corridor oblique est donc peuplé de ces moments qui vont vraiment donner une identité très particulière à l'ensemble du parc. Donc, comme je le disais, le wagon perdu participe à ce clin d'œil à l'histoire ferroviaire. Ce n'est pas le seul. Bien entendu, la longue traversée est inscrite dans l'histoire. Donc vous voyez ici une carte de 1949. Là, il y avait donc plusieurs lignes ferroviaires là, le long de cette emprise oblique et ce qu'on appelle des antennes ferroviaires. C'est donc les voies qui permettaient de desservir les anciennes industries. Et ces antennes sont reprises par le bras ici, le branchement, qui permet justement de constituer ce qu'on a appelé le jardin d'essence dans lequel vient s'inscrire ce wagon, qui devient un peu un petit lieu pour les enfants, un petit lieu de méditation aussi à travers l'environnement paysager qui est prévu. Comme je le mentionnais, le terrasse à dents de scie, lui aussi, est un rappel direct de la toiture des ateliers qui est très identitaire et très singulier. Et cette terrasse, en porte-à-faux d'une certaine façon sur le jardin de pluie qui se trouve dans cette zone-là, permet vraiment de qualifier cet environnement et de lier les aménagements à cette histoire. Donc, l'abri, vraiment un volume que vous voyez ici qui est très, très, très préliminaire, mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est disons, le principal objet toiture, c'est à l'échelle d'un kiosque de parc. Pour vous donner une petite idée, pensez au kiosque qu'il y a dans le parc Molson, un petit peu plus loin à l'est dans Rosemont, le petit kiosque octogone. Ici, il a la forme triangulaire parce qu'il vient terminer l'îlot construit entre Waverly et l'ancienne emprise ferroviaire. Mais grosso modo, c'est la même échelle. Il y aura du mobilier qui sera constitué à l'intérieur de manière à créer, par exemple, un cercle de dialogue, une petite scène
pour des sessions communautaires et également des possibilités de projeter donc des petits films, des petites soirées cinématographiques sur la façade latérale du dernier édifice qui est ici à l'angle de la rue Waverly. Donc, c'est vraiment un petit objet qui se veut, qui est situé au cœur du parc, au cœur de l'Agora, et qui permet aussi les journées de pluie, de se retrouver sous un toit, donc d'être à l'abri des intempéries. C'est également, au niveau hivernal, un lieu où on pense installer des petites chaufferettes électriques au toit, disons, hors de la portée des mains, mais qui en fera un lieu chaud à travers le parc, au centre du parc, donc un lieu où les gens seront invités 4 saisons à se regrouper. Vous voyez à droite juste quelques exemples de la matérialité que l'on commence à imaginer au niveau du parc. Donc, vous rassurez que ce n'est pas un environnement bétonné que l'on cherche à faire ici. On pense à l'utilisation importante de bois pour ce qui est des terrasses, pour ce qui est du mobilier. Il y a peut-être de l'acier corten pour la rétention de certains sols. Donc, l'acier corten qui est une référence directe industrielle. Et évidemment, sur la rue Waverly, on aura certains aménagements un peu plus durs parce qu'il y a un accès véhiculaire, vous le voyez sur la photo en haut, où les salons seront peut-être bordés donc d'une petite bande pavée. Donc, Anne, j'arrive pas mal à la fin de la présentation. Quelques diagrammes un peu plus techniques, puis vous allez voir par la suite quelques vues perspectives qui vont vous permettre de mieux apprécier peut-être nos intentions. Topographie et nivellement, donc, principalement aujourd'hui, c'est une longue pente douce là, du sud vers le nord. Il y a un talus sur la rue Saint-Zotique. Ce talus existant, il est conservé. Le fossé où il y a la friche, elle est conservée également. Et dans la partie sud, c'est un modelage de la topographie qui se veut subtil, mais qui permet de faire un buton, par exemple, là où on a le jardin d'essence, une petite crête à l'entrée au seuil Beaubien, qui vont comme cadrer les vues, masquer, si vous voulez, un petit peu les plages de stationnement qu'on veut rendre un petit peu moins visibles, donc à l'est du site. Et bien entendu, le point bas qui va être le lieu d'accueil des eaux lors des événements de pluie. Donc, la topographie est finement modelée. On a encore beaucoup de travail à faire avec nos équipes techniques en civil là, pour tout intégrer ça, mais les intentions sont clairement exprimées par ce plan. Donc, les zones d'infiltration, donc le point bas, comme je vous le disais, se retrouve ici. C'est le principal point pour le jardin de pluie. Il y aura de l'accumulation dans le fossé parce que les eaux sont rapportées vers ce fossé existant. Et sur la rue Waverly, dans cette emprise de jardin urbain, on va s'assurer de faire cheminer les eaux vers les parterres paysagers et donc de faire une gestion d'infiltration la plus résiliente possible, bien entendu. Quelques exemples du jardin de pluie, juste pour vous donner un petit avant-goût du type d'environnement que l'on imagine. Donc, évidemment, c'est des exemples qui viennent d'ailleurs. Et le parc des Gorilles aura sa propre identité, mais le jardin de pluie est un de ces moments particuliers qui est important. Finalement, je pense que le dernier diagramme, c'est la question de la saisonnalité. Je mentionnais tout à l'heure que l'abri est un point chaud, donc on souhaite en faire un lieu qui peut accueillir le public même par temps froid, un petit lieu de rencontre, mais on sait qu'on veut utiliser le parc même pendant les périodes hivernales et faire sortir les gens, jouer dehors, jouer dans la neige. C'est le cas aujourd'hui. Il y a des grands monticules de neige qui sont aujourd'hui issus de la gestion de la neige actuelle. C'est encore à revoir avec l'arrondissement au niveau de la gestion de la neige, mais il y aura encore des monticules de neige. Les enfants pourront donc jouer, faire des tunnels, sculpter là-dedans. Si je reviens sur le plan, il y a donc une zone où la neige sera tassée. Dans l'axe principal du parc, il n'y a aucun déneigement mécanique qui est prévu pour s'assurer de maintenir
l'environnement, donc on veut pas des véhicules qui circulent là-dedans. Donc, c'est plutôt par piétinement ou, puisque ce sera un parc en cogestion, à l'aide de corvées, donc peut-être organisées par les amis du Parc des Gorilles, si on veut donc dégager largement l'agora ou ou le sentier, ce sera des corvées de déneigement manuel. Donc, je termine avec le plan d'aménagement, donc le plan image. Donc, ça vous donne, c'est un retour sur en fait l'ensemble du parc. Vous pouvez apprécier ici, je pense que je ne l'ai pas dit, mais vous voyez en vert un peu plus foncé les arbres de la friche et les quelques arbres, les peupliers qui sont encore présents à la limite entre le terrain privé et le terrain du parc. La plupart de ces arbres-là seront conservés dans la mesure qu'ils ne sont pas, disons, ne posent pas de problème de sécurité civile là, au niveau de leur état de santé. Donc, mais l'objectif, c'est d'en conserver le maximum, quitte à en faire des arbres de vie, même si ils ne sont pas des arbres qui sont très fortement disons, esthétiques, compte tenu de leur situation où ils ont poussé vraiment dans des environnements très, très, très durs. Évidemment, la friche, c'est la même chose. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous attendre à ce que quasi la totalité de cet environnement est maintenue et mise en valeur, justement. Une coupe à travers l'agora, donc vous allez retrouver ici le petit abri. Ça, c'est le corridor Waverly, donc les jardins que l'on retrouve ici, donc le corridor d'accès, d'autres mobiliers. Et vous voyez peut-être ici, un petit peu en pâle, on a le jardin de pluie qui est le point bas et les terrasses en dents de scie qui sont un petit peu en porte-à-faux. Donc, quand on va être assis aux tables et aux bancs ici qui sont prévus, vraiment, on va être dans un environnement très, très, très particulier. Nous, c'est un des endroits qui me plaît le plus là, dans le plan. Je pense qu'il y a énormément de potentiel à cet endroit. La même chose on le voit ici dans la coupe, on est ici à la plateforme de méditation qui est vraiment dans l'axe du passage qui est déjà aménagé et qui est attenant donc à des aménagements paysagers là, derrière le 6650. Encore une fois, un genre de plateforme qui est en suspension porte-à-faux sur la friche existante et le fossé, de manière à minimiser les impacts directs dessus. Puis, une dernière coupe à travers Waverly, où on voit encore la réduction disons, du corridor de circulation, de manière à maximiser les parterres paysagers dans ce nouveau jardin urbain. Donc, je termine sur les deux petites vues aériennes. Donc, c'est encore des vues qui ne sont pas à l'œil, donc au niveau des yeux, parce qu'on est encore, on veut recueillir d'abord vos derniers commentaires et avancer le concept et le design de tous les environnements que je vous ai décrits. Mais cette vue vous donne une bonne appréciation de nos intentions. On est donc au-dessus du carrefour Beaubien-Saint-Urbain. On regarde vers le nord, vous avez le seuil à l'entrée et puis le public, et donc vous êtes invité à vous rendre donc à l'agora ici. Vous êtes bordé par la mini-forêt et le jardin de pluie qui se trouve à cet endroit. Et on aperçoit la friche ici. Et en transparence, le jardin Waverly qui se trouve ici. Finalement, cette dernière vue, prise du nord vers le sud, donc on est à peu près vis-à-vis le stationnement du 6650. On regarde vers le réseau vert que vous voyez à la fin de la perspective. On a une petite idée un peu meilleure là, de ce grand environnement de l'agora avec l'abri. Ça, ce sont donc les terrasses à dents de scie qui sont vraiment dans un écrin de verdure aux abords donc, du jardin de pluie. Évidemment, ce sont deux images à terme. La constitution de cette forêt, de cette nouvelle mini-forêt, va prendre du temps. Il faut, dans les premières années, être conscient que la fabrication de l'environnement végétalisé dans ce que vous voyez ici va prendre du temps et va exiger un entretien très spécial qui va être co-géré, comme vous le savez, et qui va exiger aussi de limiter les accès aux environnements qui sont nouvellement plantés. Donc, il y aura vraiment un soin à apporter
vraiment pendant la période d'établissement des végétaux. Et tout ça va être discuté là, dans le cadre de la cogestion. Alors, Charlotte, j'ai complété la présentation tout simplement peut-être pour finir. Je devais vous présenter cette diapositive de l'échéancier de réalisation. Donc, ce que l'on vise suite à ce soir, c'est de poursuivre la conception de l'avant-projet détaillé que l'on doit remettre à la Ville en juin de cette année, donc dans 3 mois à peu près. Ça va se suivre tout de suite. Une fois qu'on aura déposé l'avant-projet, on va être invité à réaliser les plans et devis pour un appel d'offres au printemps 2022, donc d'ici 1 an, pour entamer la réalisation des parcs, donc du parc sûrement autour de l'automne 2022, et ça va se poursuivre au printemps 2023. Donc, c'est ça l'échéancier de réalisation du parc. Alors, Charlotte, je te cède la parole. Merci, Peter, pour cet aperçu généreux du concept d'aménagement du futur parc des Gorilles. C'est maintenant la période de questions. Je vais juste faire un bref rappel des consignes que j'ai mentionnées en introduction pour les personnes qui sont arrivées en cours de route. Donc, d'abord, on vous a demandé de garder vos questions en tête et de nous les transmettre par chat. Vous pouvez le faire dès maintenant. Le chat a été ouvert. On va y aller en ordre. Donc, premier arrivé, premier servi. Et les questions qu'on n'aura pas pu aborder vont l'être à l'écrit dans un rapport qu'on déposera sur la plateforme Réalisons Montréal avec d'ailleurs l'enregistrement de la séance. Pour répondre aux questions ce soir, je suis accompagnée évidemment de Peter Solan de Civility, d'Alexandre Guilbeault de la Ville de Montréal, de Josiane Dupuis-Descoteaux, de Marie Choquette et de Audrey Boulanger-Messier de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, on peut y aller. Une première question de Yann Daigneault. Est-ce qu'une verdure temporaire pour l'été 2021 et 2022 est prévue en attendant le début des travaux sur Toutcoing, Beaubien et Saint-Urbain? Je laisserai donc la parole à Alexandre. Moi, j'ai mal entendu la question. Je la relis pour tout le monde. Donc, est-ce qu'une verdure temporaire pour l'été 2021-2022 est prévue en attendant le début des travaux sur Toutcoing, Beaubien et Saint-Urbain? Pour le moment, nous collaborons étroitement avec les Amis du Parc des Gorilles qui ont mené l'été dernier, comme vous le savez, une stratégie d'appropriation transitoire des lieux. On est à travailler cette programmation transitoire pour cet été en amont des travaux. Donc, nous n'avons pas une connaissance de la programmation des activités d'appropriation temporaire qui est actuelle. Mais quand nous aurons l'information en main, nous tâcherons de la divulguer et elle sera communiquée, bien évidemment, par les Amis du Parc des Gorilles également sur la stratégie d'appropriation, des interventions d'appropriation temporaire en attendant les travaux sur le site. Merci beaucoup, Alexandre. Deuxième question de Sylvain Dardil. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé de revitalisation des ateliers Waverly. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, Alexandre, toujours, je te laisse la parole. En fait, la ville, peut-être qu'il y a une confusion dans le message, est chargée aussi de réaménager la rue Waverly qui fait front au bâtiment de l'ancienne munition qu'on appelle les ateliers Waverly. Donc, nous nous serons chargés d'aménager la rue Waverly dans un temps ultérieur. Donc, les ateliers Waverly en soi signifient le bâtiment qui est en front et qui participera à l'animation de la rue Waverly à l'aboutissement du projet. Merci beaucoup. Donc, une troisième question de Julie Patnaud. Merci pour cette présentation. Beaucoup de sensibilité dans cet aménagement. Question, est-ce que des poubelles sont prévues à l'intérieur du site? Et si oui, qui va s'en charger? Peter?
Oui, merci pour la question. Donc, il y aura très certainement dans nos discussions avec l'arrondissement la gestion de l'ensemble du mobilier final. On n'a pas parlé non plus d'éclairage dans le parc, mais ce sont tous des éléments qui sont à regarder de façon plus précise dans l'évolution et la finalisation du design. Donc, le mobilier, la gestion des matières résiduelles, ça fait partie disons, des discussions. Peut-être que l'arrondissement peut compléter la réponse. En effet, là, c'est à définir encore on n'est pas encore dans ce fin détail-là pour ce mobilier-là. C'est à prendre en considération. Généralement, c'est les travaux publics là, qui vont s'occuper des poubelles dans les parcs. C'est à voir si ça va être le cas pour cette fois-ci. Parfait. Merci beaucoup. Une question de Jean-Baptiste Boudreau qui coupe en deux, mais que je peux récupérer un petit peu plus loin. OK. Donc, bonjour. Je comprends que la conception du transit vélo n'est pas inclue dans votre mandat. Est-ce que vous êtes en contact avec ceux qui le feront? Sinon, il faudra s'attendre à un trafic vélo au travers du parc. Ainsi, comment comptez-vous concrètement filtrer ce flot? Est-ce que Alexandre qui a pouvoir répondre, ouais. L'orientation qu'on a donnée au projet, c'est justement, comme le disait Peter lors de sa présentation, de rediriger le transit vélo qui aboutit au réseau vert au seuil Beaubien, de rediriger les circulations vélo sur l'axe Beaubien et pour les circulations est-ouest et l'axe Saint-Urbain pour les circulations nord-sud. Peter pourra également compléter la réponse, mais nous verrons à ce que les aménagements du parc en matière de mobilier et de positionnement de ce mobilier feront en sorte qu'on pourra désinciter le cycliste aussi à traverser le parc avec son vélo et l'inciter justement à descendre de vélo pour parcourir l'ensemble de la traversée du parc. Je ne sais pas si Peter, tu souhaites compléter. Oui, on peut dissuader le passage du vélo à travers des petites composantes géométriques de mobilier qui fait en sorte que le vélo est moins à l'aise de rentrer dans le parc. La matérialité également pour un cycliste d'être sur du granulaire, donc ce sont des matériaux perméables moins disons, appréciés par les cyclistes. Donc, un cycliste qui veut se rendre de façon plus rapide aura tendance à utiliser des chaussées asphaltées. Donc, ce serait le cas ici. On ne peut pas empêcher un cycliste de passer dans le parc comme ça se passe, par exemple, au Champ des possibles. Si un cycliste décide de passer, il décide de passer, mais les aménagements sont faits en sorte pour le dissuader, autant au niveau de la géométrie qu'au niveau de la matérialité. Le corridor, il est très étroit, donc il va être mal à l'aise dans son passage à travers disons, les citoyens qui sont à pied. Il va rencontrer des matériaux qui sont moins propices pour son déplacement. Entre autres, quand on arrive à la promenade de bois complètement au nord, c'est une promenade qui est donc étroite, qui serait pas propice du tout pour un cycliste. Donc, ce sont d'autres méthodes. Donc, enfin, on va réfléchir à multiplier peut-être les moyens de dissuasion. C'est le mieux qu'on peut faire. Merci, Peter. Je le rappelle, peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne sont pas familiers avec Zoom, le chat se trouve dans la barre latérale au bas de votre écran, près au milieu, donc soit chat en anglais ou l'outil converser en français. J'enchaîne avec une question de Julie Patnaud. L'endroit Agora sera, je crois, l'un des points les plus ensoleillés. Outre l'abri, quels sont les aménagements prévus pour l'ombre? Peter? Oui, l'abri, effectivement, j'ai parlé des intempéries lors des événements de pluie, mais comme dans les kiosques de parc, c'est également un lieu un peu à l'écart donc à l'ombre. Il y a du mobilier de prévu, donc on pourra s'asseoir sous le toit. Le toit a d'ailleurs une forme qui est très préliminaire, mais qui vise justement à assurer de couper le soleil et disons, d'offrir une ombre plus significative là, pour ceux qui sont en dessous. Sinon, les tables, par exemple, les tables qui sont dans la zone table et banc disons, des terrasses à dents de scie, se trouvent donc, vont être
éventuellement sous un couvert très dense et végétal, donc avec le temps se retrouveront à l'ombre de certains arbres. Donc, effectivement, on est pris dans un contexte où il y a beaucoup de soleil. C'est une bonne chose là, pour un environnement au parc. On a prévu une toiture pour offrir un peu d'ombre. Mais avec le temps, le couvert végétal va offrir vraiment des environnements protégés. Évidemment, le long de la friche et sur la plateforme de méditation, on est dans un environnement où la végétation est déjà très mature, donc offre des environnements qui vont être donc moins chauds là, le long du parcours. Merci, Peter. Donc, j'enchaîne avec une question de Casimir Pérez. Bonjour. Une question concernant l'éclairage. Y aura-t-il des lampadaires ou à l'opposé une initiative afin d'interdire l'éclairage urbain, privé, public, donc les entreprises, écoles, etc., aux alentours du parc afin de créer une sorte de mini-réserve étoilée? Alexandre, Peter. Je peux peut-être commencer, Peter, puis tu suivras. On est conscient que l'environnement proche du parc est déjà assez éclairé pour des raisons de sécurité, notamment au niveau des stationnements véhiculaires qui sont présents au derrière des bâtiments. On est à l'étape très préliminaire du plan d'éclairage et de la stratégie d'éclairage qui veillera notamment à avoir un éclairage très sobre pour plusieurs raisons, puis Peter pourra compléter. Dans un sens pour préserver aussi la végétation et la biodiversité qui sera mise en place suite à l'aménagement du parc et tout en veillant nécessairement aussi à la sécurité des usagers du parc. Donc, voici en préambule des axes de réponse, mais je te laisserai peut-être compléter, Peter, pour la stratégie. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on vise à minimiser l'impact de la lumière sur les environnements des mini-forêts puis de la biodiversité qu'on veut installer. On sait que la faune peut être très sensible à l'éclairage, donc ça a un impact. Mais comme tu dis, il faut balancer ça avec la problématique de la sécurité et du déplacement à travers le parc. Mais compte tenu de l'environnement d'éclairage actuel avec les stationnements, on pense qu'on ne va pas être obligé d'intégrer beaucoup de lumière pour arriver, mettons, à des niveaux d'éclairage qui sont sécuritaires. Puis on aurait tendance à fonctionner de façon plus ponctuelle. Donc, l'abri va peut-être devenir un élément éclairé, une petite lanterne dans le parc, peut-être au niveau du jardin d'essence puis du wagon. Mais ce serait des moments lumineux un petit peu plus intenses qui ponctuent la traversée plutôt qu'une série de lampadaires. Donc, pour l'instant, on ne vise pas une série de lampadaires le long de l'oblique, là. Mais on est en discussion évidemment avec l'arrondissement puis la ville pour s'assurer que ça réponde aux critères de sécurité. Merci, Peter. Une prochaine question qu'on va en fait aborder comme un commentaire de iPad anonyme. Est-ce que vous pouvez venir dans le parc Extension aménager des espaces verts comme le parc des Gorilles afin de lutter contre les nombreuses îlots de chaleur? Donc, je pense qu'on peut prendre cette question comme un beau compliment. J'enchaîne avec... Oh. Vas-y, Alexandre, je ne m'attendais pas à ce que tu... Pour supplanter le commentaire, c'est que dans le cadre du grand projet mine, il y a des interventions qui sont aussi prévues dans le secteur Beaumont, qui fait partie de Parc Extension, et dont l'aménagement du parc d'Ikimor, qui débutera très prochainement, et qui va contribuer justement à répondre aux besoins récréatifs des résidents, mais également à réduire justement les îlots de chaleur, le phénomène d'îlots de chaleur qu'on retrouve dans ce quartier, qui se situe au coin de la rue de l'Épée et de la rue Beaumont. Merci, Alexandre. Donc, une question de Zoé Magalès. Bonsoir. Pouvez-vous préciser comment s'organisera la cogestion? Les amis du parc des Gorilles seront-ils impliqués dans cette cogestion? Merci. Alexandre.
Comme on vous le disait en début de rencontre, ce qui est visé, c'est de convenir par l'entremise des Amis du Parc des Gorilles qui, je le rappelle, ont longuement contribué et contribuent actuellement à l'animation et la mobilisation des communautés dans le secteur et qui sont directement impliqués à l'équipe de projet depuis le début du mandat de conception. Donc, ce qui est visé, c'est d'établir prochainement les fondements de cette entente de cogestion avec les Amis du Parc des Gorilles au vu des rétributions qu'on a eues par l'intermédiaire du sondage en ligne. Je vous inviterai d'ailleurs à contacter, puis dans le question-réponse, on mettra les coordonnées des Amis du Parc des Gorilles, à contacter aussi et à vous impliquer auprès de cet organisme pour justement être au fait des avancées de cette entente de cogestion qui sera rondement menée en collaboration avec les Amis du Parc de Gorilles prochainement. Merci Alexandre. Prochaine question. Je rappelle en fait que bon, les questions, évidemment, là, doivent, dans la mesure du possible, se concentrer sur le projet du Parc des Gorilles. Cela dit, je vais lire la prochaine question et puis si quelqu'un connaît une réponse, sentez-vous à l'aise d'intervenir. Une question de Paul Vaillancourt. Bien intéressant, merci. À plusieurs reprises dans le passé, le projet de poursuivre la route verte jusqu'à Laval a été présenté. Ce couloir passait par cette zone. Qu'en est-il de ce projet à faire rêver? Quelqu'un connaît la réponse? Je n'ai malheureusement pas la réponse, mais il nous fera un plaisir de nous informer et puis peut-être répondre par le biais du question-réponse à cette question. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Vaillancourt. Donc, j'enchaîne avec une question de Yann Daigneault. Est-ce que le segment vers la rue Esplanade est déjà prévu ou dépend des propriétaires privés? Donc, en parenthèse, stationnement et Canderel, les ateliers de Belleville. La rue de l'Esplanade fait partie de la revitalisation du domaine public du pôle des Gorilles, qui est actuellement en conception. Cependant, comme on le sait, nous avons, enfin, pas comme on le sait, mais nous n'avons pas d'échéancier de réalisation entériné à ce jour et l'aménagement de l'avenue de l'Esplanade sera tributaire du contexte des avancées, des projets qui pourraient arriver sur le domaine privé en bordure de l'Esplanade et tiendra compte nécessairement des possibles redéveloppements dans le secteur. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Une question de Alana C. Bonjour, merci pour la présentation. Avez-vous de l'information concernant la mise à sens unique de la rue Saint-Urbain vers le sud et de l'implantation de la piste cyclable qui est prévue? Une date d'implantation, par exemple. Au même titre que la rue de l'Esplanade, la rue Saint-Urbain fait partie du projet de réaménagement du domaine public du pôle des Gorilles, actuellement en conception. L'échéancier de réalisation n'est pas connu, mais encore à ce jour, mais l'orientation qui est faite, c'est la mise à sens unique de la rue vers le sud, avec l'aménagement d'une infrastructure cyclable protégée en direction nord. Dans ce tronçon de rue, on vous communiquera en temps et lieu les avancées du projet de réaménagement de la rue une fois qu'on aura plus d'informations à cet effet. Merci, Alexandre. Donc, une question de Yves Labelle. Comment un futur projet de plein droit de la firme Canderel du 155 Beaubien peut venir compromettre le projet du parc? Je ne sais pas si, Alexandre, tu veux prendre cette question. Je passerai la parole à ma coéquipière de Rosemont. Je dirais que le projet ne pourrait pas compromettre le Parc des Gorilles. C'est un projet qui est vraiment soutenu par l'arrondissement. Par contre, l'arrondissement souhaite quand même arrimer le projet privé avec le terrain public. Donc, c'est sûr quand on va avoir des développements au niveau des futurs projets immobiliers, on va vraiment vouloir créer un dialogue et assurer le plus de verdissement possible dans les terrains adjacents. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En fait, le Parc des Gorilles
son aménagement est prévu et est soutenu par l'arrondissement. Merci, Josiane. Une question de Jean-Charles René. Est-ce que des mesures à brève échéance sont prévues pour sécuriser la traverse des piétons et vélos à l'intersection Beaubien et Saint-Urbain? Alexandre. Il est planifié dans le secteur l'aménagement temporaire de liens cyclables par la ville. Cependant, l'échéancier de travaux et de réalisation de ces interventions-là n'est pas encore connu. Et dès que nous aurons cette information sur la date d'intervention, de la mise en place de ces mesures, nous les communiquerons rapidement aux usagers du secteur. Merci. Une question de Glam. Merci pour cette présentation. C'est magnifique, toutes ces idées et beaucoup de végétation. Vous avez très bien pensé le parc. Est-ce prévu que les supports pour les hamacs soient à disposition, comme au parc Baldwin? Peter? C'est pas prévu encore. Donc, ça fait peut-être partie du petit mobilier auquel réfléchir, mais il faut savoir que dans un premier temps, il n'y aura pas de grands arbres. Ça va prendre du temps à avoir des troncs sur lesquels installer des hamacs. Et évidemment, dans la friche, ce n'est pas souhaitable pour toutes sortes de raisons. Mais ça... disons, ça fait peut-être partie des commentaires sur les modes d'utilisation qu'on veut faire dans le parc et ça peut possiblement enrichir la discussion. Merci, Peter. Je redirigerai déjà la prochaine question vers toi. Une question de Janet Fornici. Did you have fun with the concepts and design? Est-ce que tu as eu du plaisir à concevoir et à designer le parc? Énormément de plaisir. Effectivement. Et je tiens à souligner que c'est une des premières expériences quand même de la firme dans de la co-conception. Ça a commencé l'année passée avec la vision et puis ça se poursuit. Et enfin, c'est une belle expérience là, de dialoguer à travers les plateformes, puis les sondages et les présentations comme celui-ci pour vraiment inscrire le design d'un parc dans un processus de concertation et de co-design. Donc, très intéressant pour nous. Merci. Encore une fois, je pense que la prochaine question pourrait te concerner, Peter. Une question de Mathieu. Bonjour, est-ce que vous pouvez repréciser ce qu'il va advenir de la cachette? En fait, c'est peut-être Josiane qui pourrait m'aider avec cette question, puisqu'il s'agit d'une construction, disons, comment on pourrait appeler ça là? Donc, disons, issu de la communauté, informel. donc informel, oui, d'accord. Donc, c'est en marge des aménagements qu'on a prévus. Je pense qu'on le reconnaît comme un investissement communautaire dans le lieu, le genre de moyen disons, de montrer l'appartenance de la communauté au secteur. Maintenant, peut-être, Josiane, tu peux préciser s'il y a des mesures particulières à prendre. En fait, comme il ne s'agit pas d'un aire de jeu ou est-ce qu'on devrait avoir un environnement qui est normalisé, on voit une possibilité de l'intégrer comme elle est. Là. Donc, c'est encore à définir, mais pour l'instant, on était vraiment favorable à conserver cet élément-là qui est assez identitaire puis assez ludique dans l'espace. Peut-être ajouter qu'il y a vraiment et je pense que l'arrondissement s'engage dans un processus, puis Marie, peut-être tu pourrais compléter, pour éliminer l'herbe à puce. Et donc, quand même, cette construction se trouve dans un environnement qui présente des difficultés, des problèmes là, qu'il faut adresser. Tout à fait. Pour la végétation, c'est vraiment une stratégie auquel il faut réfléchir. Marie en avait fait mention quelques fois, là, justement, pour l'éradication de l'herbe à puce. Mais outre ça, là, la cabane peut rester.
Parfait. Prochaine. Oh, est-ce que quelqu'un voulait intervenir? Oui, Marie? Non, ça va, Josiane le dit. C'est important qu'on voit l'éradication de l'herbe à puce afin d'éviter les nuisances et les problèmes de santé publique que cette herbe-là peut causer chez les gens et surtout chez les enfants. On a vu plusieurs enfants se loger dans ce petit abri-là. Et à la base de l'abri, il y a énormément d'herbe à puce. Il faut absolument intervenir. Alors, on va s'y pencher, puis on va essayer de faire en sorte que ce soit éradiqué et peut-être planter justement des plantes qui vont faire compétition à l'herbe à puce pour ramener cette friche-là dans un état qui est convivial et qui est intéressant pour les gens. Merci. Merci, Marie. Donc, prochaine question de Yann Daigneault. À quel moment la piste cyclable sur Beaubien sera implantée et cela signifie que plus aucun stationnement n'y sera permis? Est-ce que cela signifie que plus aucun stationnement n'y sera permis? Alexandre? Je vais peut-être répondre. Donc, l'axe Beaubien est identifié aussi comme une intervention de requalification de domaine public dans le cadre du projet de réaménagement du pôle des Gorilles, notamment pour connecter le pôle des Gorilles au site du campus 1000. Il est identifié comme un axe fort cyclable pour rejoindre le site, pour traverser le site d'est en ouest. On est actuellement à l'étape préliminaire de conception où l'ensemble des enjeux de mobilité sont pris en compte, dont la question du stationnement. Nous n'avons pas statué encore sur le concept du parc et en ce qui a trait à l'année d'intervention sur ce tronçon-là, il est tributaire de l'arbitrage des priorités de l'administration et en cours d'élaboration en matière d'échéancier. Donc, l'échéancier est en cours d'élaboration et sera dévoilé publiquement une fois qu'il sera scellé en fonction de ses priorités d'intervention de l'administration. Merci, Alexandre. Donc, un retour à ta réponse, Alexandre, de iPad anonyme. Merci, Alexandre. On a besoin de nombreux espaces verts dans Parc Extension. Bravo à tous pour le beau projet du Parc des Gorilles qui va améliorer la qualité de vie des citoyens. Merci beaucoup pour le commentaire. J'enchaîne avec une question de David Négreté, 40 ans. Y a-t-il des enjeux identifiés concernant l'accessibilité universelle? Je ne sais pas si Peter ou Alexandre... Il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que les aménagements seront universellement accessibles, donc ça fait partie disons, des objectifs, des orientations d'aménagement pour tout espace public. Là. Donc, l'ensemble des environnements qui sont proposés ici sont accessibles. C'est sûr qu'une chaise, par exemple, roulante va pouvoir s'approcher des grandes tables dans la terrasse à Danty. Il y a peut-être le wagon perdu qui va peut-être être un peu plus difficile, c'est à développer. Mais de façon générale, vraiment, on suit toutes les normes d'aménagement qui visent l'accessibilité. La promenade de bois tout à fait au nord et qui permet le lien vers le carrefour Saint-Zotique. Il y a une petite rampe parce qu'il faut descendre d'à peu près 2 mètres. La pente de cette rampe-là, elle est conforme à l'accessibilité, donc on s'assure vraiment de respecter ces critères. Merci, Peter. Une question de Déborah Stefanelli. Y a-t-il un espace dans le projet pour que les enfants puissent jouer ou l'idée de jouer avec la nature? Le jeu est un peu partout, si je peux me permettre. Donc, il n'y a pas une aire dédiée. C'est sûr que le carrefour avec le wagon perdu dans le jardin d'essence, on l'imagine peut-être comme un endroit où les enfants vont peut-être être attirés parce que ça va être un peu ludique, le petit clin d'œil donc à l'histoire ferroviaire. On est dans un environnement dont le paysage devrait être plus accessible lorsqu'on sort des
lorsqu'on est dans les marges, ce qu'on appelait la mini-forêt, il va falloir faire très attention au niveau de l'accessibilité si on veut assurer la croissance et l'établissement de cette densité végétale. Donc, on est sensible disons, au jeu libre, mais en même temps, c'est un équilibre entre disons, des enjeux différents et des composantes importantes. Donc, on sait que la constitution d'un environnement très fortement végétalisé, c'est une des grandes priorités dans ce parc. Et donc, c'est ce qu'on vise, mais il y a tout de même des lieux qui sont vraiment propices, disons, aux enfants. Tout simplement par les petits clins d'œil, les références, les géométries. Je pense que ça va être un lieu qui va être vraiment attirant pour les plus petits. Merci, Peter. Une question de Yves Labelle. La hauteur d'un nouveau bâtiment que construirait Canderel peut-elle avoir des conséquences sur la nature et la vie du parc? Peut-être Alexandre ou Peter. Premièrement, peut-être vous introduire qu'à l'heure actuelle, aucun projet n'est mis sur la table à l'arrondissement et nous n'avons pas connaissance de projet de redéveloppement ou de la nature du projet, du moins, sur ce terrain-là. En ce qui a trait à la hauteur du bâtiment, il devra respecter les normes en vigueur et les règlements d'urbanisme. Donc, c'est sûr que pour l'ombrage qui pourrait être créé sur le parc, je pourrais peut-être voir avec Peter si on a des éléments de réponse, mais sans avoir la nature d'un quelconque projet aux abords du parc, c'est difficile de répondre à cette question nécessairement. Merci beaucoup. Donc, on aurait dans le chat un dernier commentaire de Julie Patnaud. Je m'excuse de revenir sur la présence de poubelles, mais l'axe est assez long. Il y aura des gens qui vont manger et boire, des promeneurs de chiens. Je crains fort que sans poubelle, l'endroit se charge de déchets. On va prendre ça en compte. Merci, Julie. Encore une fois, bravo. L'ensauvagement, l'aménagement 4 saisons, le jardin de pluie, le mobilier en bois, etc., c'est très chouette. Merci beaucoup. Donc, quelques dernières questions qui rentrent. Après ça, il va rester quelques minutes pour faire un mot de la fin. Donc, on va prendre ce qui est rentré à l'instant, puis ce qui viendra plus tard, on y répondra dans le document par écrit. Donc, Jean-Baptiste Goudreau, allez-vous inclure dans vos plans et devis des clôtures de protection des végétaux permanents contre le piétinement? Ça serait notre intention là, de réfléchir à des modes disons de sécurisation des aires de plantation là, pour assurer pendant la période dans les premières années, la période d'établissement des végétaux, des mesures de dissuasion. Là, ça ne sera certainement pas des clôtures de 6 pieds de haut. Mais je pense que ça devrait rentrer aussi dans la discussion sur la cogestion et comment est-ce la communication. Mais de façon générale, on va proposer des manières là, de protéger les aires plantées. Merci, Peter. Une dernière question. Est-ce que cette proposition sera soumise à une consultation publique formelle? Alexandre? Mais comme on l'a précédemment présenté, cette séance d'information, de présentation publique du concept d'aménagement final vient clôturer l'ensemble de la longue démarche qui a débuté en 2019, démarche publique. Cependant, si vous avez des questions, commentaires, je vous invite à les soumettre via la plateforme Réalisons Montréal. Vous avez un lien où vous pouvez nous communiquer vos commentaires. Donc, voici ma réponse. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, c'est ce qui clôture la soirée de présentation publique du concept d'aménagement du futur parc des Gorilles. Merci à tout le monde de vous être présenté ce soir. C'est vraiment très apprécié. J'aimerais remercier tous les membres de l'équipe de la ville, de l'arrondissement chez Civility, mes collègues,
mais aussi, évidemment, les membres des Amis du Parc des Gorilles qui ont été présents à toutes les étapes depuis le tout début de la démarche, qui ont participé à de nombreuses rencontres de coordination sur le projet. Merci beaucoup pour leur engagement. Voilà, merci. Je ne sais pas, Alexandre, si tu veux ajouter peut-être quelques mots pour conclure. Je souhaite simplement remercier l'ensemble des gens qui se sont impliqués tout au long de cette démarche. On en fait la synthèse ce soir, mais les étapes de conception et de construction du parc se poursuivent et on a hâte que ce parc se réalise dans ce secteur pour amener un peu plus de fraîcheur et d'animation et d'appropriation des lieux par les communautés présentes. Je remercie aussi bien évidemment l'ensemble des membres de l'équipe de projet, les membres de l'arrondissement aussi, et bien évidemment aussi les Amis du Parc des Gorilles qui sont le porte-voix de la communauté dans ce projet. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Merci beaucoup. Je vous rappelle que toute la documentation qui a été produite dans le cadre de la démarche de participation publique est disponible sur la plateforme Réalisons Montréal sous le projet 1000 Montréal. Nous allons déposer les documents relatifs à cette séance sous peu sur la plateforme. Merci beaucoup à toutes et tous et nous vous souhaitons une superbe soirée. Au revoir. Tout le monde.